Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. Le président de la République, Paul Kagame, estime que l'intelligence artificielle est l'un des éléments clés pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le chef de l'État a fait cette indication à New York, aux États-Unis, au cours des échanges sur le rôle de la technologie dans la réalisation des objectifs de développement durable. Le président Kagame a indiqué que le progrès numérique continue de transformer des vies humaines dans le monde, déplorant tout de même qu'une bonne partie de la population mondiale n'a pas accès aux bienfaits de la technologie. Suivant son Excellence. I commend the International Telecommunication Union under the leadership of Doreen for your work to accelerate digital transformation. Je félicite l'Union internationale des télécommunications, dirigée par Doreen, pour votre travail dans l'accélération de la transformation numérique. Je remercie aussi le Fonds des Nations Unies pour le développement, pour avoir accompagné le Rwanda dans notre marche vers le développement et d'avoir placé l'appui numérique au cœur des stratégies du développement durable. À travers le monde, nous assistons à la puissance de la technologie dans la transformation des vies humaines. La commission à large bande que j'ai l'honneur de coprésider a été créée dans l'optique d'assurer l'accès égal à la connexion Internet pour que chacun en profite. Malheureusement, un tiers de la population mondiale reste déconnecté. Pour atteindre la connectivité mondiale, nous devons réduire le coût et investir dans la compétence numérique et dans l'accès aux outils informatiques. Chacun a un rôle à jouer pour atteindre ce résultat, aussi bien dans le secteur public que privé. Ces défis ne peuvent pas être surmontés par une seule personne. Dans ce cadre, la feuille de route de la coopération numérique du secrétaire général des Nations Unies nous donne une forte plateforme de travailler ensemble pour réaliser les objectifs de développement durable. The Secretary General's roadmap for digital cooperation provides us with a strong framework to work together to implement the Sustainable Development Goals. Dans le même ordre d'idées, au moment où les yeux du monde entier se tournent vers New York, siège de l'ONU, pour l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des Nations Unies, nous vous proposons cette semaine les points de vue de différents observateurs sur le rôle de l'ONU. Pour commencer, cela indique quel est le rôle, ou bien quel devrait être le rôle de l'ONU dans la réalisation, dans la résolution des conflits sur le continent africain. Des Nations Unies, je me rappelle de cette maxime du général de Gaulle qui disait l'ONU c'est un machin. Mais disons que l'ONU c'est pas un machin dans la vision des nouveaux leaders que nous sommes. L'ONU a son rôle parce que c'est quand même l'organisation qui rassemble universellement tous les États, que ce soit les États africains, les États européens, asiatiques, dans tout le monde. Maintenant, quel est le rôle des Nations Unies au niveau de l'Afrique? C'est vrai que l'Afrique a connu ses guerres, ces conflits au passé, et nous voyons la résurgence des coups d'État en Afrique, notamment au Burkina Faso, au Mali, le Niger et récemment le Gabon. Mais quel a été le rôle des Nations Unies? Notamment, le rôle des Nations Unies, c'était d'apporter une aide humanitaire, des aides sécuritaires au niveau du Mali avec la MINUSMA, qui a été une organisation des casques bleus, qui a été l'organisation des armées des Nations Unies pour pouvoir résoudre ce conflit. Mais lorsque les batailles se sont engagées avec notamment les terroristes qui sont dans la zone sahélienne, nous avons vu que les Nations Unies ont perdu assez d'hommes, et ce qui a contraint les putschistes à vouloir que la MINUSMA puisse se retirer du Mali. Donc aujourd'hui, on est en droit de s'interroger sur le rôle des Nations Unies au niveau de ces pays en conflit-là. Notamment, ce rôle, ça pourrait être des actions humanitaires, des actions sécuritaires. Mais en termes décisionnels, moi, je pense qu'il y a un conflit aussi parce que nos États africains n'ont pas encore de sièges permanents. Parce que nous connaissons les États au niveau sécuritaire des Nations Unies, ils sont au nombre de 5. C'est notamment la France, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni. Et nous voyons que l'Afrique est en train de militer pour pouvoir avoir un siège décisionnel au niveau de ces États. Je pense que c'est lorsque nous aurons un siège, on saura vraiment comment est-ce que les Nations Unies pourront nous aider. Les Nations Unies
jouent un rôle dans la résolution des conflits. Tout simplement parce qu'il faut lier cela à la Charte des Nations Unies et au rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit résoudre les problèmes de conflit et essayer de voir comment la paix et la sécurité dans le monde soient en ordre. Mais dire que le rôle est spécial pour l'Afrique, je ne dirais pas que c'est spécial, c'est tout simplement parce qu'il y a des conflits en Afrique. Il y a des conflits qui sont nés en Afrique, il y a des conflits qui sont causés en Afrique, il y a des conflits qui jaillissent d'ici et là, suite à des intérêts stratégiques de certains pays, de certaines personnes, de certaines organisations, de certaines institutions. Mais l'Organisation des Nations Unies doit faire tout pour résoudre ces problèmes. Mais je mentionnais le Conseil de sécurité tout à l'heure. Si le Conseil de sécurité prend des résolutions pour dire qu'il y a un conflit tel, il faut qu'on puisse déployer des forces ou soit des forces civiles ou militaires pour résoudre ce problème. Mais dire qu'ils résolvent tous les problèmes, ça je ne pourrais pas le dire. Et s'ils emploient les meilleures méthodes, ça non plus je ne peux pas prétendre que ce soit les meilleures. Mais toujours est-il qu'ils essayent. Mais est-ce qu'ils réussissent? Ce n'est pas partout. Pour moi, l'ONU essaye. Donc je dirais qu'il essaye parce qu'il organise des réunions avec les leaders des pays qui ont des problèmes. Mais ce n'est pas assez suffisant parce que ils ont aussi une approche de créer l'armée de l'ONU, comme on a vu. Il y a eu le MINUAR au Rwanda, il y a eu le MONUSCO au Congo et d'autres fois tu peux trouver même d'autres noms de l'armée de l'ONU dans différents pays, dans différents conflits africains, mais ce n'est pas en résolvant le problème, ce n'est pas en envoyant une armée qui va ne rien faire. Donc l'armée vient en Afrique, mais l'armée, tu l'empêches d'opérer, tu l'empêches de travailler, tu dis que c'est seulement la négociation. Est-ce que l'armée peut négocier? Est-ce que l'armée peut négocier en ce qui concerne les conflits, ou bien ils ont une autre force qu'ils peuvent utiliser pour arrêter les conflits? Donc je dirais que pour moi, une approche d'utiliser l'armée n'est pas une bonne approche pour résoudre les conflits au niveau de l'ONU dans les pays conflictuels. L'organisation reste utile, elle reste peut-être une organisation noble, mais au même moment, c'est mieux pour les citoyens et parfois même pour certains dirigeants de limiter les attentes. Et c'est ça, moi, mon observation au fil des années, parce que parfois, le fait de limiter ces attentes vis-à-vis de ces grandes organisations qui semblent être en position de régler des problèmes, mais qui, pour certaines limites ou certaines réalités stratégiques, politiques et autres, n'arrivent pas réellement à affronter les problèmes et à les résoudre. Et c'est cela qui fait que des fois, les peuples se désengagent. Et même les nations, au lieu de prendre leurs responsabilités, ils se disent « l'ONU va faire ». Mais on a vu sur toute la ligne les limites de cette organisation, quelle qu'en soit sa noblesse. Vous avez vu même la guerre en Syrie, avant même de venir parler en Afrique. C'est entre eux les Blancs. Mais malheureusement, l'ONU, ils n'ont pas pu s'entendre pour qu'une résolution soit prise. Maintenant, quand cela concerne les pays africains qui déjà n'ont pas de siège permanent dans ces organisations ou qui n'ont pas de veto, comme ces pays privilégiés qu'ils en ont, ça fait que parfois on nous oublie. Et je crois qu'on ne va plus remettre le couteau dans la plaie pour parler de ce qui s'est passé ici et dans d'autres pays où on a vu l'ONU qui devait intervenir mais qui n'a pas pu intervenir. Et si vous voyez même quelqu'un comme Roméo Dallaire récemment quand il était de passage, si vous avez suivi son interview, vous allez voir qu'il a évolué dans son approche de la chose parce qu'il était passionné, comme tout le monde, croyant que l'ONU pouvait régler le problème. Mais l'ONU, c'est qui ? C'est les nations qui se réunissent, qui doivent prendre une décision. Et chaque nation a ses intérêts. Et quand vous n'êtes pas à table et que vous devez forcément être ceux-là pour qui il faut prendre une décision, c'est ceux qui vous représentent. Et donc, ceux qui vous représentent, c'est ce qu'ils veulent qui se passe. Et ça fait que l'organisation, malgré sa taille, malgré son poids relatif, elle échoue
chaque fois à régler les problèmes entre les nations, les problèmes ethniques, les problèmes comme les coups d'État maintenant qui sont récurrents maintenant dans le continent. Donc ça fait que des fois, moi je pense que c'est mieux pour nous d'abord pour pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes. Passe maintenant aux acteurs du secteur privé au Rwanda qui estiment que le secteur industriel est petit à petit en consolidation, notamment des usines qui fabriquent des produits souvent importés. Le Rwanda dispose d'environ 1119 entreprises industrielles, dont 119 grandes, ayant besoin d'accroître leur production afin d'éliminer le déficit de la balance commerciale. Kassim Youssouf nous fait le point. Le secteur industriel intervient considérablement au produit intérieur brut après le secteur des services et le secteur agricole. La contribution du secteur industriel en 2022 a été de 21%. Au cours des quelques dernières années, l'on a observé une accélération exceptionnelle dans la mise en place des usines, ou notamment à la zone industrielle de Masoro, où environ 150 usines ont été construites et qui emploient 15 000 personnes. La plupart de ces usines fabriquent du matériel de construction, des produits d'hygiène, des tissus pour la confection, des vêtements, des usines pharmaceutiques et celles qui produisent des produits dont on a besoin chaque jour. Pour des observateurs, si des produits auparavant importés sont fabriqués localement, c'est pour le pays un grand avantage. On trouve ici des tôles que nous fabriquons et des motos dont l'assemblage se fait ici. Ceci accorde aux clients l'avantage de ne pas perdre du temps à se rendre en Chine où il peut faire 3 mois à attendre ces produits. Maintenant, les produits confectionnés au Rwanda sont la solution. Le client passe maintenant sa commande et les tôles sont directement fabriquées et la moto est assemblée ici. Les statistiques de la Banque nationale du Rwanda révèlent qu'en 2022, la valeur des exportations du Rwanda était de 2,9 milliards de dollars par rapport à 2,1 milliards en 2021. En même temps, la valeur des importations en 2022 était de 5 milliards de dollars par rapport à 3,9 milliards en 2021, ce qui a entraîné un accroissement du déficit de la balance commerciale de 12,7%. L'Association des industriels au Rwanda indique que ce secteur a en tout cas réalisé un pas bien qu'il soit en pleine reconstruction. Le chemin est encore long et nous sommes en pleine reconstruction, mais nous sommes maintenant au point de fabriquer localement beaucoup de choses. Il est arrivé un moment, notamment au cours des 2 dernières années, où nous avons été invités à confectionner des produits localement et beaucoup d'usines ont été construites. Du progrès, il y en a, mais le chemin reste encore long. Le ministère du Commerce et de l'Industrie indique qu'on trouve à travers tout le pays 1119 entreprises industrielles, dont 119 grandes, 689 de taille moyenne et 314 de petites entreprises. 576 usines traitent la production agricole alors que 113 fabriquent du matériel de construction et les autres sont dans la fabrication de différents autres produits. Des analystes dans le domaine économique indiquent que l'accroissement des usines à l'heure actuelle doit être accompagné par la qualité de leurs produits pour qu'elles soient compétitives au marché international. Les entreprises industrielles ont beaucoup progressé de telle manière que l'objectif d'accroître de 17% les usines qu'on s'était fixé a été atteint et on est allé au-delà. La zone industrielle a été mise en place et l'étude pour la construction d'une autre zone industrielle est en cours. Vous savez qu'un peu partout dans les districts, des zones industrielles ont été mises en place, mais le niveau de la qualité des produits que nous fabriquons ne nous permet pas encore d'être compétitifs au marché et donc on devrait examiner comment nous devrions perfectionner davantage nos produits pour être compétitifs au marché international et ainsi réaliser davantage de recettes.
Il est prévu que bientôt, un peu partout sur toute l'étendue du territoire national, 30 nouvelles usines pour un investissement de 390 millions de dollars seront construites et pourvoiront de l'emploi à environ 2000 personnes et pour certaines, les travaux de construction sont en cours. Des artistes rwandais en beaux-arts ou arts plastiques indiquent qu'ils sont confrontés à des obstacles selon quoi ils n'ont pas de visibilité, ordre international. Ils voudraient qu'on plaide en leur faveur afin que le marché des œuvres d'art rwandais soit élargi. Kassim Youssef nous fait le point. Mukabanana Theonestine est une artiste peintre. Elle dit qu'avant de pratiquer l'art plastique, elle en a été passionnée et elle a décidé d'en savoir encore plus pour le pratiquer de manière professionnelle. Ça a commencé comme un don, cette manière qu'ont les enfants de sentir quelque chose en eux, et j'ai eu envie d'étudier les beaux-arts pour me perfectionner et j'ai atteint le niveau que vous avez vu. Mukabanana Theonestine et Césarano Onesme admettent que dans ce domaine artistique, ils sont toujours confrontés à des obstacles, notamment du matériel, et souhaitent que quelque chose soit fait pour qu'ils puissent exprimer davantage leur talent. Il n'y a pas au Rwanda assez de matériel dont nous nous servons et souvent nous les importons depuis les pays voisins. Et ceux qui les trouvent depuis l'extérieur, ils sont très chers. Vous comprenez que c'est un problème. Nous souhaitons que des investisseurs puissent nous procurer de la peinture de très bonne qualité. La peinture acrylique dont nous nous servons n'est pas fabriquée au Rwanda et son importation coûte cher. Et lorsqu'on réalise un tableau, on utilise beaucoup de peinture dont le prix est élevé, ce qui implique le prix élevé du produit fini. Donc, il y a la mentalité, les prix au marché et également le marché qui n'est pas assez grand. Mis à part les obstacles auxquels les artistes d'art plastique sont confrontés, ils estiment que le ministère ayant l'art dans ses attributions devrait leur apporter davantage de soutien pour permettre la visibilité de leurs œuvres au niveau international, parce que c'est la meilleure façon d'élargir leurs activités et de récupérer l'argent dépensé pour importer du matériel. On ne peut pas rester sur place en réalisant la même chose, mais il faut plutôt rencontrer d'autres artistes de niveau international pour échanger les idées et ainsi faire un pas de plus. Nous avons en fait besoin d'une visibilité au niveau international. Si le réseau avec d'autres artistes est mis en place, on va facilement trouver du matériel parce qu'on échange les points de vue. Cela peut nous aider. Notre souhait est qu'on puisse, par exemple, organiser une exposition-vente ou de publicité comme cela se fait ailleurs, notamment dernièrement à Dubaï, qui rassemble au Rwanda des artistes venus de partout pour présenter au monde leurs œuvres. Cela permettrait d'élargir notre marché et une excellente visibilité des œuvres produites au Rwanda. L'artiste peintre professionnel Bernard Birassa exhorte ses homologues qu'aussi longtemps que leurs requêtes n'ont pas encore obtenu de solution, ils devraient trouver eux-mêmes de solutions et trouver un marché élargi. Concernant le marché, l'artiste peut participer aux foires internationaux en représentant le pays. Par exemple, le style que nous avons au Rwanda, malgré que j'apporte à mes œuvres l'abstraction pour aller au marché international, on y trouve quand même quelque chose de style du Rwanda. Je m'arrange pour l'incorporer dans le tableau. C'est vrai que c'est au niveau international, mais on y ajoute un peu de style rwandais. C'est cela le secret de l'artiste.
Même si les artistes peintres rwandais indiquent être confrontés à certains obstacles, ils souhaitent que des jeunes puissent intégrer le domaine des beaux-arts pour qu'ils se développent davantage. Place maintenant au sport pour parler du Rwanda à travers le programme Visite Rwanda qui a signé des accords de partenariat avec la formation allemande Bayern de Munich. C'est Kassim Youssouf qui nous en dit plus. Ces accords de 5 ans qui seront à terme en 2028 visent à développer le tourisme et le football du Rwanda. L'autre aspect de ces accords concerne l'organisation de camps pour la sélection et l'entraînement de jeunes footballeurs talentueux, la sélection des 30 joueurs qui seront encadrés par des entraîneurs en provenance du Bayern de Munich. Ces accords concernent en outre la préparation des entraîneurs rwandais et le tournoi annuel FC Bayern Youth Cup, dans lequel participera une sélection en provenance du Rwanda. Au cours du week-end en district de Bugesera, des spécialistes en provenance du FC Bayern de Munich ont sélectionné des jeunes en provenance d'un peu partout sur le territoire national et 100 d'entre eux ont participé au tournoi du Bayern de Munich et les 10 meilleurs que les autres vont représenter le Rwanda le mois prochain au tournoi international. Certains enfants ont été enthousiasmés par l'occasion qui leur a été offerte pour exprimer leur talent et sont très confiants dans un bon avenir en football. Le responsable des tournois au niveau international des jeunes footballeurs au FC Bayern Munich, Francisco Quinones, a félicité le niveau que ces jeunes ont atteint et a souligné que les représentants du Rwanda qu'il a vus vont bien se défendre à la phase finale du tournoi international. Dimanche, l'on a procédé à la sélection des 30 jeunes footballeurs talentueux qui devront intégrer la branche du Rwanda de l'Académie du FC Bayern Munich au siège de la Fédération rwandaise de football, FERWAFA. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous qui avez suivi l'actualité d'aujourd'hui. Avec toute l'équipe qui a réalisé la grande édition, je souhaite de passer une excellente suite du programme de la télévision rwandaise. Vous étiez avec Amandine Dikoumassawo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.